Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des lectures d'Élise. Et cette semaine, je vous propose de découvrir le premier chapitre de Avant j'avais des principes, maintenant je suis papa de Pierre-Étienne Bram. Alors je crois que ça se prononce comme ça. Et ce roman, comme son titre l'indique, parle de tous ces changements petits et grands qu'occasionnent le fait d'accueillir un bébé au sein de sa famille. Et je m'excuse d'avance si ma voix est potentiellement un petit peu bizarre, je sors d'un très gros rhume, je suis encore un petit peu enrhumée, donc j'espère que la lecture ne sera pas désagréable pour vous pour autant. Et sur ce, je vous laisse avec le jingle et je vous retrouve tout de suite après. Les lectures d'Élise, votre émission Découverte Lecture. Techniquement, j'avais planifié d'être père 7 ans plus tôt, mais le destin en a décidé autrement. Après une rupture amoureuse qui m'a permis d'écrire mon premier roman, j'ai fini par rencontrer 3 ans plus tard celle qui allait devenir la mère de mon enfant. Elle est tombée enceinte assez rapidement, nous étions plutôt contents d'ailleurs. L'une de mes premières erreurs de débutant a été d'annoncer officieusement avant les 3 mois théoriques à tout le monde que j'allais être papa. Et puis, nous nous sommes pris une première claque. Véritable omerta que bien plus de proches qu'on ne croit ont connue, mais dont seuls les initiés peuvent comprendre la terrible épreuve qu'elle représente, une fausse couche, ou FC. Parfois invisible, rapide et brève, chez nous elle fut sanglante, traumatisante et atrocement dure à vivre, d'autant plus qu'on ne s'y attendait pas parce qu'on supposait, à tort, que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais voilà, la vie est ainsi faite, et lorsque Dame Nature estime que ça ne sera pas viable, elle s'en débarrasse sans nous demander notre avis, et ce malgré les battements de cœur qu'on avait pu entendre quelques heures avant le curetage. Nous n'étions pas prêts. Cette dure leçon nous avait permis de saisir la raison pour laquelle il fallait attendre ces foutus 3 mois avant d'en parler autour de nous. Cette épreuve nous avait malgré tout montré que l'utérus de ma conjointe avait une malformation, ce qui rajoutait un petit risque de 15% de faire une fausse couche. Alors nous avons remis ça, en nous accrochant. Un semestre plus tard, nous n'étions pas plus préparés à endurer une seconde fausse couche, qui, elle, fut terriblement longue. Contrairement à la première fois, ça n'évoluait pas. Et le corps médical voulait attendre le tout dernier moment, soit presque un mois d'attente, avant d'agir, comprenez, de cureter. Les pleurs sont donc revenus, mêlés à cet atroce sentiment d'injustice face à la réalité des choses et ces statistiques qui résonnaient dans nos têtes. Les risques de fausse couche représentent une grossesse sur 4 environ. Nous n'étions pas prêts à vivre ça une nouvelle fois, et pourtant, face à cette nouvelle épreuve, nous réussîmes à nous relever en pensant nos blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques, tant pour elles que pour moi. Nous décidâmes de faire un break au soleil, à des milliers de kilomètres, afin de prendre du recul et de passer à autre chose. Les mois ont défilé, le temps que le corps et les esprits s'en remettent. Quelque temps plus tard, ma conjointe s'est fait opérer d'une hernie discale, ce qui a repoussé de plusieurs mois toute tentative pour devenir enfin papa. 1 an après, ma moitié a fini par retomber enceinte. Hantés par les souvenirs des 2 précédentes fausses couches, nous n'avons pas voulu y croire tout de suite. Non, cette fois-ci, on ne se ferait pas avoir, on attendrait que ça soit solidement attaché, que le cœur batte, et que le premier trimestre soit passé pour commencer à espérer. Les premiers saignements le lendemain de la découverte des 2 bâtons sur le test de grossesse n'ont pas été très encourageants. La déception ne mit pas longtemps à envahir nos esprits. Le corps médical était sceptique, nous proposant de patienter, la couleur du sang n'étant pas forcément inquiétante. Alors, comme les fois précédentes, nous avons commencé à attendre sans vraiment y croire. Mais malgré l'augmentation régulière des bêta-ECG, synonyme de la bonne croissance de l'embryon, aucun début de fœtus ne pointait le bout de son nez et paradoxalement, rien ne semblait vouloir être expulsé. Et puis un matin, durant une énième échographie, la médecin gynécologue m'a invité à rejoindre ma concubine derrière le rideau de la salle d'examen où elle était toujours allongée. « Je vais vous montrer quelque chose », a-t-elle commencé à nous teaser. Elle a monté le son et l'on a pu entendre, ému, les premiers battements de cœur de ce qu'on pensait être une 3e fausse couche. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est qu'il y a une pulsation cardiaque et un embryon. La mauvaise, c'est qu'il y a aussi un début de décollement. Vous allez vous reposer 2 semaines en restant alité et vous revenez me voir ensuite pour voir si le décollement se résorbe. Mitigés entre l'enthousiasme et la peur, nous n'avons pas voulu y croire tout de suite et l'on s'est contenté d'accepter les choses en espérant secrètement. Le petit bout a fini par s'accrocher, mais là encore, nous avons hésité à sauter de joie tout de suite, surtout parce que c'était peu recommandé. La grossesse était annoncée comme étant un risque, il faudrait la suivre mensuellement du début à la fin et s'attendre d'ores et déjà à donner naissance à un prématuré, étant donné la malformation utérine de la future maman. L'utérus ne permettant pas au fœtus d'avoir assez de place pour se développer jusqu'à son terme.
Nous avons commencé à compter les semaines, qui sont devenues des mois. À part une petite frayeur lors du 4e mois, on peut dire que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça a fini par se transformer en un bébé de sexe masculin qui, malgré son manque d'espace dans le ventre, semblait plutôt bien grandir. Timidement, nous l'avons annoncé aux très proches et l'on a meublé ce qui allait être sa chambre. Confiants, nous avons acheté tout le matériel qui nous serait nécessaire pour le jour J, en espérant pour qu'il survienne le plus tard possible. Par chance, il est resté bien au chaud jusqu'à dépasser la période durant laquelle il aurait été considéré comme étant prématuré. Au fur et à mesure que les semaines passaient, on se demandait s'il serait en avance ou pas. Notre famille nous tenait régulièrement pour savoir quel nom nous allions lui donner. Nous avons mis du temps à le trouver en fonction de beaucoup de critères. Il ne devait pas faire penser à une personnalité existante, être fortement synonyme d'une religion, composé ou très fréquent par exemple. Mais je suis à présent satisfait de notre choix. Bien évidemment, le plus dur a été de le garder secret jusqu'au bout, mais nous avons tenu bon. Nous ne voulions pas prendre le risque de faire face à tout commentaire heureux ou non qui nous aurait mis dans le doute. Le prénom est un choix si personnel. Dans les dernières semaines, la future maman a dû avoir un suivi hebdomadaire à l'hôpital à cause d'hypertension, un des désagréments potentiels de la grossesse. L'objectif étant de vérifier que cela n'avait pas d'impact sur le bien-être de bébé, sans quoi il aurait été nécessaire de déclencher l'ultime étape plus tôt que prévu. Parallèlement, durant les sessions de préparation en couple avec la sage-femme et d'autres femmes, dont une majorité de primipares, j'essayais de trouver réponse aux 1000 questions que j'avais en tête, que ce soit concernant l'accouchement, l'arrivée de nourrisson et ses premiers jours, l'allaitement, les soins, etc. Elle a tout de suite remarqué que j'étais plutôt d'un naturel angoissé et anxieux, et a rapidement tenté de me rassurer du mieux qu'elle pouvait, en m'expliquant que le corps de la femme sait et est préparé à gérer cet ultime moment synonyme de marathon corporel. Pour le reste, il faut faire part de patience, d'attention et surtout d'instinct. On ne va pas se mentir, malgré toute sa bonne volonté et au fur et à mesure que la date annoncée avançait, je n'étais que moyennement réconfortée. J'étais hantée par la peur soudaine d'avoir à affronter l'inconnu, ainsi qu'une somme de choses que je ne maîtriserais pas. Et que dire du vertige que je pressentais d'ores et déjà face à ce qui allait devenir un incroyable bouleversement de nos vies et qui semblait maintenant imminent. Ce soir-là, à 2 semaines du jour prévu de l'accouchement, j'aurais dû aller à ma session bi-hebdomadaire de sport, mais le destin avait voulu que celle-ci eût lieu la veille. Lorsque j'étais rentrée du boulot, ma concubine se plaignait de fortes douleurs dans le dos depuis le début d'après-midi. Le matin même, aucune contraction n'avait été détectée lors de la visite de contrôle à l'hôpital. Néanmoins, la régularité de ces douleurs avait fini par nous mettre la puce à l'oreille. Toutes les 5 minutes, elle se pliait en deux pendant une dizaine de secondes. Ayant bien en tête tout ce que la sage-femme nous avait enseigné, nous avons essayé de garder notre sang-froid. Si ça se trouve, ça n'était pas de vraies contractions, mais vu que le délai entre chaque spasme diminuait, on s'est quand même rendu le plus rapidement possible à l'hôpital à pied, en faisant une pause toutes les 3 minutes, celui-ci étant situé à 200 mètres de chez nous. Une fois arrivés à la porte des urgences gynécologiques, la poche des os s'est percée et la future maman était déjà dilatée à 3 cm. La grande aventure était sur le point de commencer. Ce livre est un témoignage très personnel sur cette nouvelle vie imminente que j'ai essayé d'écrire sans jugement d'autrui et qui n'est basé sur aucune étude sociologique. Il s'agit juste de mon propre vécu. Je souhaite, à travers mes mots, essayer de vous raconter, de mon point de vue de nouveau papa, légèrement angoissé, au cas où vous ne l'aviez pas déjà relevé, tout ce qui pourrait arriver. Je le précise une fois de plus, car toutes les expériences sont différentes. Une fois qu'on devient parent, et vous faire découvrir ce que parfois on ne vous dit pas et qui peut, trop souvent, vous pourrir l'existence. Ainsi, le jour où ça vous arrivera, vous vous y serez préparé, même si en réalité, pour le premier, on ne l'est jamais assez. Ce soir-là, donc, nous pensions être prêts, et pourtant, ce n'était pas du tout le cas. Et voilà, cette lecture est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été agréable malgré mon rhume. Pour retrouver Pierre-Étienne Braham et son roman « Avant j'avais des principes, maintenant je suis papa », je vous renvoie à la barre d'infos dans laquelle je listerai tout ce que vous avez besoin de savoir, les réseaux sociaux de l'auteur, l'endroit où vous pourrez vous procurer son roman. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle lecture et je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous.